Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Affaires Obscures. Salut David. Et salut Florent, comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien. Après cet enregistrement, il y a un petit moment maintenant de l'épisode du Triangle des Bermudes. Écoute, très très bien. Et toi ? Oui, bah écoute, je n'ai pas disparu, je n'ai pas été dans le Triangle des Bermudes. En revanche, j'ai mis un Bermuda. Bon, même si c'est pas trop de saison. Ça, c'est important. Je l'admets, c'est important les Bermudas, effectivement. Mais non, bah écoute, content de revenir avec sans doute une autre histoire aujourd'hui. Hein. C'est le principe, hein, évidemment. Effectivement, ça a pas mal l'air d'être le principe de notre émission. Une affaire obscure, évidemment. Une affaire obscure. On reprécise à chaque fois. On l'a pas fait sur l'épisode précédent, mais c'est quand même bien d'aller nous suivre sur les réseaux et de rejoindre notre Discord. Hein. Tout à fait, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller voir dans les informations de cet épisode, on va mettre le lien pour le Discord, mais aussi sur Facebook, etc. Et puis si vous aimez nos épisodes, n'hésitez pas à venir nous donner une bonne appréciation sur les réseaux comme Apple Podcast ou Spotify, ça nous aide énormément, on lit tous vos commentaires. Exactement, tout à fait. On lit tout, on répond à tout, on est hyper présent. Un certain nombre de personnes peuvent vous le dire. Enfin voilà. Alors on sera un peu moins présent quand on sera 600 000 sur Discord. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, la charge est gérable. Pour l'instant, c'est gérable pour nous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en tout cas sur ces réseaux. Et moi, une question me brûle les lèvres, Florent. Oui. La semaine passée, tu nous disais, on va parler de voyage dans le temps. Alors, le vieux fantasme de l'homme, hein, de pouvoir revenir dans le temps. Exactement. Et ben écoute, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton sujet du jour ? Ben oui, tout à fait. Donc moi, cette semaine, j'avais envie de vous parler de voyage dans le temps. Alors, premièrement, parce que j'ai remis la main sur une histoire que j'avais trouvée vraiment sympa. Mais aussi parce qu'autour de cette histoire, en fait, c'est une bonne occasion pour faire le tour de la question du voyage dans le temps. Et donc, je pense qu'on a tous au fond de nous cette pensée que si on avait une machine à remonter dans le temps, on aimerait bien vivre cet élément historique, tu vois, revoir un moment du passé, voire même changer, tu vois, ce qu'on a pu faire dans le passé ou ce qui a pu être fait par d'autres dans le passé, ou pourquoi pas, en fait, parce que ça va dans les deux sens, David, voir le futur. Et puis se dire qu'est-ce qui a pu changer en, je sais pas moi, 2100, 2300, ça serait super intéressant. Alors, avant de commencer l'histoire, parce que le voyage dans le temps, tu l'as dit, c'est un grand fantasme de l'homme, donc en fait on a énormément de théories sur c'est comme ça que ça pourrait fonctionner et compagnie. J'avais envie de prendre un petit 5 minutes pour discuter avec toi de la faisabilité du voyage dans le temps, et surtout, avant ça, d'avoir ton avis à toi sur, pour toi, comment est-ce qu'on peut voyager dans le temps déjà ? Alors, moi, j'ai toujours été impressionné par une chose qu'on m'a dite sur le voyage dans le temps. On m'a toujours dit que si on vivait sur une étoile à plusieurs milliers ou millions, sans doute plusieurs millions d'années-lumière, on pourrait voir refléter ce qui se passait il y a 200 ou 300 ans. Et je me disais toujours, c'est incroyable, si on avait un super... pas périscope, comment on appelle ça, un super télescope qui pourrait voir, on pourrait voir finalement le temps d'il y a 300 ans ou il y a 200 ans. Je trouvais ça, moi j'ai toujours trouvé ça incroyablement fou. Alors je suis assez d'accord, c'est fou ça. Non, c'est vrai, on est d'accord. Hein, ça c'est un truc. Alors je sais pas si c'est le sujet central de ton épisode, mais en tout cas, moi je me suis toujours dit, s'il y a une explication rationnelle au voyage dans le temps, ça sera de pouvoir aller ou voir ce qui se passe, mais de très loin en fait. Hein, pas sur notre temporalité à nous. Et puis après, quant aux machines, alors évidemment là, j'ai du mal à y croire parce que machine à remonter le temps, c'est le temps. Alors moi, j'ai une petite citation de Saint-Augustin. Si je peux me permettre de te la donner. Oui, vas-y. Formé du passé qui n'existe plus, du futur qui n'existe pas encore et de l'instant présent qui n'est qu'une frontière entre deux mondes irréels, le temps est paradoxalement insaisissable, même si nous y sommes plongés sans jamais pouvoir y faire abstraction. Voilà les vestiges de mes cours de terminale de philosophie. Et j'adore cette citation parce que je trouve qu'elle est très simple en fait. Elle nous explique ce que c'est le temps. Et finalement, le temps,
c'est quelque chose qui fuit en avant, c'est une fuite en avant, mais dont on n'a aucune maîtrise finalement. Ouais. Et donc, ouais. maîtriser le temps, c'est quand même, c'est l'arme absolue, n'est-ce pas? On est Ouais. dans un podcast philosophique presque. Ouais, tout à fait. Bienvenue. Non, mais effectivement, je pense que c'est tout à fait juste. C'est quelque chose qui est vraiment insaisissable. Et je pense que c'est pour ça que ça fascine un peu tout le monde, hein, de pouvoir rattraper quelque chose d'insaisissable, de venir voir ce qui s'est passé, et puis en même temps de pouvoir influencer ce qui va se passer. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, je pense que tu as assez bien résumé une des théories dont je voulais parler, prendre 2 minutes pour parler avant même de parler du sujet qui nous intéresse. En fait, on a plusieurs théories physiques qui essaient de prouver que c'est possible. Mais clairement, déjà, que ça soit clair, on n'a aucun consensus sur la faisabilité. On est sur de la spéculation, sur des élaborations de modèles physiques, donc beaucoup de calculs et compagnie, mais tu sais, en gros, on n'a jamais un seul physicien, mathématicien, etc., qui a réussi à prouver si c'est possible, et puis voilà comment ça se passe. Donc voilà, que ça soit assez clair. Et en fait, je voulais montrer 2 théories. Donc on a la première qui est la théorie des trous de verre. Donc selon la théorie de la relativité générale de Albert Einstein, les trous de verre, ça serait des structures hypothétiques qui pourraient relier 2 points dans l'espace-temps. Et en fait, si de tels trous de verre existent et peuvent être stabilisés, en gros, il serait possible de les utiliser pour voyager d'un point à un autre de l'espace-temps, ce qui équivaudrait en fait à faire un voyage dans le temps. Évidemment, ça pose énormément de défis, de défis pratiques et compagnie, parce que on n'a pas encore réussi vraiment à prouver cette faisabilité. La deuxième théorie qu'on a, et celle-là tu en as parlé, c'est le voyage à la vitesse de la lumière. Et c'est toujours selon Einstein. Cependant, aujourd'hui, pour celle-là, c'est selon la théorie de la relativité restreinte. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour cet objet par rapport à un observateur immobile. Donc là, dans ton exemple, tu es un observateur immobile sur la Terre, tu regardes une étoile, la lumière va tellement vite qu'en fait, tu vas voir ce qui s'est passé dans le passé. Donc si tu peux voyager à une vitesse qui est proche de celle de la lumière, le temps passerait plus lentement pour toi par rapport à ceux qui restent au repos, ce qui te permettrait de sauter dans le futur. Ou alors de voir le passé si tu vas dans l'autre sens. Enfin, tu sais, si tu reçois quelque chose qui vient très très vite. Et évidemment, atteindre de telles vitesses, actuellement, c'est physiquement impossible. Je pense que si on inventait une machine qui irait à la vitesse de la lumière, je pense que notre corps serait, j'imagine, en bouillie au fond du vaisseau spatial. Ça vaut le coup d'avoir voyagé dans le temps, mais bon, si t'arrives comme une purée de pois cassés, c'est pas terrible, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc pour l'instant, c'est des très belles théories et on n'a pas vraiment réussi à prouver la faisabilité technique. Ce qui est fou déjà, c'est que scientifiquement, il y a une prétention à pouvoir le faire. C'est ça qui est fou. Il y a des recherches effectivement qui tendent à vouloir démontrer que oui, il y a des possibilités. Et ça, c'est super excitant. À fond. Moi, je trouve ça fou. Et par contre, voyager dans le temps, ça soulève pas mal de questions philosophiques, telles que le paradoxe du grand-père. Je sais pas si tu connais. C'est un paradoxe qui vient se poser quand on considère les implications de voyager dans le temps. Et en fait, il y a un film génial, il y a une trilogie, je devrais dire, géniale, qui est au cœur de cette trilogie. Il y a le paradoxe du grand-père, c'est Retour vers le futur. Tout à fait, ouais. Donc, en gros, pour expliquer à nos auditeurs, une action dans le passé peut affecter le futur d'une manière incohérente. Donc, par exemple, Retour vers le futur, dis-moi si je me trompe, mais le premier film, Marty va dans le futur, il achète un livre qui contient les résultats sportifs pour les paris sportifs et compagnie qui vont se passer pour les 50 prochaines années. Ensuite, il va dans les années 50 pour retrouver son père et sa mère, je sais plus exactement pourquoi, mais quelqu'un va lui voler ce livre et du coup, quand il va revenir au temps présent, en fait, cette personne aura créé une autre branche du futur dans lequel il a gagné tous les paris sportifs, il est devenu riche, etc. Donc en gros, tu peux venir changer le futur
en allant dans le passé et du coup te retrouver dans un futur, dans un autre futur au final. Donc ça c'est le paradoxe du grand-père. Donc voilà, une théorie pour résoudre ces paradoxes, c'est celle du multivers, qui suggère que chaque fois qu'un événement susceptible de causer un paradoxe se produit, tu as une nouvelle réalité qui est créée, c'est une nouvelle branche. Et donc en fait à chaque fois tu vas arriver à un autre endroit, enfin tu vas arriver dans le futur, au même endroit, mais sur une autre branche, donc le futur sera différent. C'est un peu compliqué à comprendre, mais moi je le vois un peu comme des branches d'arbres, tu vois. Tu vas dans le passé, et dès que tu viens changer quelque chose, hop, il y a une nouvelle branche, et puis donc toi tu vas suivre cette branche-là. Donc c'est ça un peu, je voulais poser ces bases-là pour qu'on ait un petit peu... D'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que tu parles quand tu parles de théorie du multivers, mais il y a des gens qui théorisent ça, notamment par rapport aux extraterrestres, en disant que les extraterrestres sont en fait finalement que des alter-ego, oui, qui ont juste traversé et qui ont la possibilité de traverser ces dimensions-là pour venir sur notre dimension à nous. Ça fait partie de... Et voire même pour les esprits, pour les fantômes, exactement. Et voire même par rapport effectivement aux défunts. Donc c'est très intéressant, hein, ça. Tout à fait. Ouais, moi c'est une théorie, j'aime vraiment, et puis j'aime vraiment beaucoup les implications technologiques et scientifiques en fait. Donc c'est super intéressant. Alors maintenant qu'on a étudié les bases du voyage dans le temps, moi je te propose de plonger dans l'histoire qui nous occupe aujourd'hui. Et donc l'histoire dont on va discuter, c'est les fantômes du Trianon. Parce qu'en fait, ça vient vraiment mixer les histoires plutôt fantômes, esprits et compagnie au voyage dans le temps, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer pendant ce court instant. Donc, pour cette histoire, David, à la manière de Stéphane Bern, laissez-moi vous ouvrir les portes du château de Versailles. Château construit à partir de 1631 et qui aura le privilège d'être un lieu de repos de Madame de Pompadour, voire aussi de Marie-Antoinette. Déjà, comment est-ce que tu apprécies cette imitation? Alors, je lève ma pancarte et je mets un 9 sur 10 pour l'imitation. Alors merci. Franchement, chapeau bas. Hein. En fait, j'ai passé tout l'été à répéter. Écoute Stéphane, si tu nous écoutes, on sait pas si c'est possible. Mais rejoins-nous sur Discord et dis-nous ce que tu as pensé de cette imitation. Oui, j'aimerais bien avoir le feedback de Steph. Donc, pas mal. En tout cas, bravo. Merci. Donc, on plante le décor. Hein. On est en 1901 à Paris. On a 2 touristes anglaises, Miss Charlotte Anne Moberly, qu'on appellera Annie Moberly dans l'histoire, parce qu'elle se faisait appeler comme ça, et Eleanor Frances Jourdain, sont de passage dans la capitale et se décident à aller visiter le château de Versailles. Très bon choix, château magnifique. Hein. Alors, à qui le dis-tu ? Exactement. Donc Miss Moberly, donc pour donner un petit peu un petit background hein, sur les 2 dames, elle a à l'époque 55 ans. C'est la fille de l'ancien directeur du Winchester College, qui fut ensuite professeur à Oxford avant de devenir évêque de Salisbury. Donc voilà, elle fut sa secrétaire pendant 20 ans, avant d'être choisie en 1886 comme directrice du St. Hugh Hall, troisième collège féminin de l'université d'Oxford. Et on dit aussi qu'elle avait un don de clairvoyance. Ça, tiens, petit indice dès le début. Donc ça, c'est pour Miss Moberly. Eleanor Frances Jourdain, elle a 38 ans à l'époque, en 1901. Elle était l'aînée des 10 enfants du pasteur Francis Jourdain, vicaire d'Ashbourne, descendant de huguenots français. D'où le nom de famille Jourdain, qui a une consonance quand même très française. Elle était elle-même diplômée d'un collège féminin d'Oxford. Elle devint enseignante et fonda sa propre école à Watford. Et en fait, à l'époque des faits, elle vivait à Paris, où elle avait loué un appartement au 270 boulevard Raspail, dans la perspective d'y accueillir des élèves pour une période d'études. Donc, Annie Moberly était venue lui proposer de la seconder à St. Hugh, et en fait, elle va effectivement devenir plus tard directrice adjointe du collège en 1902, et ensuite va passer directrice à la retraite de Annie Moberly en 1915. Elle va écrire des ouvrages, et on dira même que à l'école, son autorité devint excessive à la fin de ses jours, et elle dut faire face, peu avant sa mort, à la démission d'une grande partie de son équipe. Donc, tu vois un peu le décor, les deux dames anglaises qui sont à Paris, qui vont visiter Versailles, qui sont, j'imagine,
tout cas on peut le CV, on va dire, le montre un peu, hein, des personnes très bien éduquées, actives, qui viennent de familles très bien intégrées dans une société qui est quand même très traditionnelle. Donc voilà, ça te donne un peu le décor des personnages. Donc, le 10 août 1901, ces deux dames s'entendent pour aller visiter Versailles. Bien que très chaud, le temps est assez menaçant et orageux, mais elles y vont quand même. Donc tu peux imaginer, c'est une journée d'été très chaude, un peu orageuse comme on peut en voir, et elles vont visiter ce château. La visite se passe très très bien à Versailles, et puis en sortant, elles se disent tiens, on va aussi aller visiter le petit Trianon. Donc c'est quoi le petit Trianon, David ? Alors, j'espère ne pas me tromper, hein, mais le petit Trianon, c'était effectivement on va dire un emplacement d'autres logements dans Versailles. Alors, je connais pas très bien, mais je sais que le grand Trianon a été construit par Marie-Antoinette. Mais le petit Trianon, oui, en gros, c'est des logements qui sont un peu plus loin dans le parc de Versailles. Mais alors, savoir ce que c'est exactement, là, je saurais pas te le dire. Alors justement, écoute, je suis allé voir. T'as l'info, bah oui. J'ai l'info. Tu sais comment j'aime te piquer à froid comme ça. Donc, le petit Trianon, c'est un château secondaire, un plus petit château secondaire qui est toujours, comme tu l'as dit, sur la propriété du château de Versailles et qui a été construit bien à l'écart pour être en fait la retraite du roi Louis XV et de sa maîtresse Madame de Pompadour. Et évidemment, plus tard, ça va passer de main en main et ça sera Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, qui va le recevoir et qui prendra en charge sa rénovation pour qu'il ressemble plus à ses goûts. On sait que Marie-Antoinette avait des goûts démesurés pour faire des travaux et puis pour retravailler pas mal de choses. Et donc évidemment, le petit Trianon est passé par là. Donc en balade dans les jardins, pour aller jusqu'à ce petit Trianon, elles vont se perdre un petit peu. Donc le domaine est assez grand, il fait chaud, elles sont perturbées, elles ont en fait comme un léger malaise, elles se sentent comme oppressées. Elles s'en parlent pas, tout de suite en tout cas, elles vont continuer leur balade. En chemin, elles vont avoir la chance de tomber sur deux hommes, bêche à la main. Ces deux hommes, bien gentils, vont les aider et leur indiquer le chemin. Bon, elles vont remarquer quand même que leur accoutrement est assez étrange. On dira, tiens, en gros, ils portent tous les deux un long manteau vert et un tricorne. Mais bon, elles sont en France, donc elles sont loin de leur pays. Elles sont au château de Versailles qui plus est. Elles se disent, bon, c'est un jardinier du domaine du château de Versailles qui est habillé comme ça. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Elles y prêtent pas plus attention que ça, en vrai, pour le moment. Et donc voilà, elles vont passer comme ça. Elles passent devant un autre petit bâtiment. Et devant ce bâtiment, Éléanore va apercevoir à travers les fenêtres une jeune fille de 12-13 ans et sa maman. Rien de particulier, à part qu'en fait, elles vont dire qu'elles portent des habits pour le moins assez mal en point et pour le moins démodés. Ça a l'air d'être des habits, pas tip-top et vraiment démodés. Et puis elles vont ensuite, comme ça, continuer leur chemin. Il fait beau, il fait lourd, mais elles continuent. Elles veulent quand même aller voir le petit Trianon, même si elles se sentent pas très bien. Elles arrivent au pavillon chinois, qu'elles vont prendre pour le temple de l'amour, à la base. Donc là, il faut se dire que les deux dames qui étaient bien contentes de leur visite au château commencent vraiment à se sentir plutôt mal. C'est un peu, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, t'es content, tu vas faire une visite, machin, mais bon, au bout d'un moment, tu commences à en avoir... T'as l'effet du chili con carne, quoi, qui commence exactement. À travailler. Hein. Exactement. La petite oppression qu'elles avaient au début de la balade commence à devenir de plus en plus pénible, ça devient un petit fardeau. Et Annie va vraiment se sentir mal quand un homme assis au pied du pavillon va tourner vers elle un visage menaçant et vérolé. Vraiment, elle se sentait pas bien. Elle voit un homme qui a l'air d'avoir un visage assez apeurant. Elle se sent de plus en plus mal. Et puis après, c'est un autre homme, grand et beau, cheveux bouclés sous un chapeau à large bord, qui passe en coup de vent, enveloppé dans une cape noire. J'aime bien cette image-là. Il s'arrête, il va leur parler. Mais en fait, elles comprennent pas ce qu'il lui dit. Elles vont pas vraiment comprendre. Elle va comprendre une chose, il faut tourner à droite pour trouver le petit Trianon. Donc, soit, elles vont se remettre en route.
Les deux dames vont arriver ensuite près d'une maison, au volet fermé. Sur la pelouse, Annie voit une femme en train de dessiner, portant une robe au style assez particulier, un fichu vert et un chapeau blanc. La femme se lève et de nouveau Annie ressent une impression désagréable. Bon, ça commence à faire beaucoup d'impressions désagréables. Elles vont continuer leur chemin et arriver à une maison. La porte de la maison s'ouvre et un homme qui ressemble à un serviteur en sort. Elle tente de s'excuser car elle pense être allée un peu trop loin et avoir atterri dans des propriétés privées. Alors, disons que le standing, ça a plus l'air d'être le même qu'au début, tu vois. Mais l'homme va les conduire au petit Trianon et de là, elles se trouvent entourées par une noce d'après ce qu'elles ont pu écrire par la suite. Donc ça, c'est leur voyage. Entourées par quoi? Par une noce. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est leur impression, en tout cas, de la visite au petit Trianon. Alors, quelques jours après, elles vont en reparler. Donc, parce qu'en fait, pour le coup, elles ont fait leur visite, crevées, elles sont rentrées, et puis elles se sont pas revues après quelques jours. Et donc, quelques jours après, elles s'en reparlent. Anne Moberly, qui en a gardé une drôle d'impression, et en fait, Annie, elle va se poser la question de savoir si le lieu n'est pas hanté. Elle va penser à des fantômes. Et en fait, elles vont tomber des nues quand elles vont s'apercevoir qu'elles ont ressenti la même chose. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des sentiments qu'elles ont eus, mais elles en ont pas vraiment parlé. Et c'est seulement quelques jours après qu'elles s'en rendent compte. Elles décident alors de faire un truc que je trouve super intéressant, c'est qu'elles vont se séparer pendant quelques jours, et elles vont noter, chacun de leur côté, la description de leur après-midi et les comparer. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elles ont exactement la même description de ce qui s'est passé, des gens qu'elles ont croisés et de ce qu'elles ont ressenti. Elles sont persuadées non seulement que le château est hanté par des fantômes, par les fantômes des anciens occupants, mais peu à peu, elles commencent à se poser la question, est-ce qu'elles n'auraient pas fait un voyage dans le temps ? Tout était si réel. En gros, tu sais, pour elles, si c'était des fantômes, il n'y aurait pas eu tous ces sentiments, et puis, tu sais, elles n'auraient pas vraiment bien vu comme elles ont vu de leurs yeux toutes les personnes qu'elles ont croisées. Là, elles ont vraiment l'impression qu'elles ont plutôt fait un bond dans le temps, croisé des gens à l'époque, du coup, dont on va parler juste après, et puis ensuite qu'elles sont revenues à leur réalité. Donc, intéressant, n'est-ce pas ? Intéressant. Mais alors, du coup, quand tu dis ils se sont séparés dans le château de Versailles ou alors dans leur vie Non, dans leur vie de tous les jours. Dans leur vie de tous les jours. En gros, en revenant du château, elles sont rentrées chez elles toutes les deux. Et puis quelques jours après, elles se revoient. Elles se disent, ah tiens, j'ai eu une impression bizarre et compagnie. Ah bah tiens, moi aussi. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner chacun chez nous. Et on va poser sur papier exactement le déroulé de l'après-midi. C'est ça qu'elles ont fait. Okay. Et de là, elles se sont rendues compte, on a vécu exactement la même chose. Donc, très bon segue pour passer à l'étape suivante. Elles vont se documenter avec leurs papiers qu'elles ont déjà créés. Elles vont se documenter sur les personnes qu'elles ont croisées. Et aussi proposer leur expérience à la Society for Psychical Research. Donc, on va dire l'association pour la recherche psychologique qui était en Angleterre à cette époque-là. Ça prend du temps, plusieurs mois en fait, pour elles de se revoir parce que en vrai elles ont leur travail à côté, donc elles peuvent pas faire ça à plein temps, mais donc ça prend du mois de se revoir, de se parler, de se documenter, de faire des va-et-vient. Et en fait, elles vont même publier un livre en 1911, donc là on est 10 ans après, qui sera présenté comme une recherche. Ce livre va s'appeler An Adventure, donc une aventure, et aura son petit succès. Il sera même édité à la fin des années 50 en France, sous le nom Les Fantômes du Trianon, avec une préface, tiens-toi bien, de Jean Cocteau, qui a l'air de croire vraiment dur à cette théorie. Donc très intéressant. Alors, selon elle, qu'est-ce qui s'est passé ? Selon les deux dames, le fait que Eleanor ait vu la femme et la petite fille et que seule Annie ait vu la dessinatrice les trouble. Mademoiselle Moberly, justement, a vu un portrait de Marie-Antoinette par Wertmüller
la reine lui apparut étrangement ressemblante pour le visage et les vêtements à la femme qu'elle a croisée sur la pelouse. Donc pour elle, ça pourrait être ça, ça colle. Elle se renseigne auprès d'une Française qui confirme que des rumeurs courent depuis longtemps sur la présence du fantôme de Marie-Antoinette à Versailles. Donc pour elle, ça colle plutôt pas mal. En 1902, Éléanore retourne à Versailles et les lieux lui semblent différents. Donc Éléanore, elle y retourne, elle a plus ce même sentiment, on va dire. Par contre, elle apprend que Marie-Antoinette se trouvait au Petit Trianon le 4 octobre 1789 quand on lui annonça la marche du peuple vers Versailles. Donc très connu, hein, le début de la fin, on va dire, pour la royauté en France. Ça devait être une période très 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 stressante, je pense, pour les gens qui étaient dans le château de Versailles. Tu vas dire, ça devait être aussi une période terrible pour les gens qui avaient pas de pain, ni quoi que ce soit à manger dans les rues. Ouais, c'est ça. Le 2 janvier. D'autant que je sais pas si tu sais, mais Marie-Antoinette a une réponse terrible quand le peuple est venu chercher le pain. Ouais, elle a pas dit donner l'heure de la brioche, un truc comme ça. Exactement. C'est terrible de dire ça. Quand même. Terrible le décalage entre ce qui se passait dans la rue et ce qui se passait à Versailles, effectivement. Effectivement. Le 2 janvier, elle a encore des perceptions étranges, donc celle d'une musique qu'elle essaie de se remémorer pour la faire identifier. On lui assure, alors là, tu sais, c'est des, comment dire, j'ai pas réussi à trouver des sources ultra fiables et compagnie, hein, mais on lui assure qu'il s'agit d'un style des années 1780. Alors moi, je ne connais pas le style des années 1780, mais ce serait intéressant de le connaître. Oui, effectivement, c'est très pointu, très 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 pointu. Très très pointu, ouais. En 1904, elle visite encore une fois la zone du Petit Trianon. Elle pense se rappeler la présence d'une charrue qui n'existait pas en 1901, de même qu'un pont qu'elles avaient franchi et qui a disparu. Elle découvre que les jardiniers portaient un costume similaire à celui des gardes suisses de la reine et que la porte d'où est sorti le serviteur est condamnée depuis longtemps. Donc en gros, elle découvre que des endroits par où elles sont passées, en fait, n'existaient pas au moment où elles sont passées. Donc effectivement, c'est très étrange. Elles identifient l'homme au visage vérolé comme étant le comte de Vaudreuil. Bon, écoute, j'imagine qu'à l'époque, il devait quand même y avoir plusieurs personnes avec un visage un peu vérolé. La médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était assez répandu, ouais, effectivement. Ouais. Donc, mais bon, pourquoi pas, soit. Donc globalement, les deux femmes s'entendent pour conclure qu'elles ont eu accès à des reliquats de mémoire laissés dans le château par Marie-Antoinette. Ce moment dans la vie de Marie-Antoinette, avec la Révolution qui est arrivée, on en a parlé, était très chargé en émotions. Et le temps chaud, orageux, presque électrique, aurait rendu ce voyage dans le temps possible. Pour elle, c'est un mix en fait, entre des mémoires du passé fantomatiques et le temps orageux, et hop, elles sont parties dans le temps comme ça. Et en fait, ce qui est perturbant dans cette histoire, et c'est pour ça que ça a été un petit succès à l'époque, hein, le livre et compagnie, c'est qu'elles ont vu des choses dont elles ignoraient l'existence à cette époque. Et effectivement, on peut acquiescer sur le fait que il y a quand même des choses qui sont très pointues et il faut vraiment s'y connaître dans l'histoire de France et dans l'histoire du château de Versailles et des personnages pour se dire ah bah oui effectivement c'est vrai. Donc ça c'est leur on va dire c'est leur vision. Selon les autres. Donc là c'est aussi intéressant parce que comme le livre a eu sa petite son petit succès, évidemment il y a plusieurs personnes qui en ont reparlé, qui ont fait des recherches et compagnie. Donc là, je vais te parler selon les autres, mais moi, j'aimerais bien, juste avant, avoir ton avis, David, sur ce petit voyage. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je vais te faire une réponse récurrente que j'ai déjà fait dans des épisodes précédents. Ouais. Est-ce que tu sais à peu près ce que je vais dire ou pas ? Pas du tout. Est-ce que, par hasard, ces deux personnes n'avaient pas pris un petit peu d'opium? Ah, oui, c'est la période. Alors, je pense pas. Je dis pas que, attention, hein, je dis pas que l'opium, mais en tout cas, l'opium, elle c'était un petit peu
un facilitateur pour les gens qui avaient des expériences un peu paranormales à l'époque. Ouais, tout à fait. Donc bon, après c'est toujours l'époque, hein, moi qui me fait penser à ça. Je me dis, début du 20e, fin du 19e, on est toujours un peu dans cette période-là. Bon, après, sinon, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, l'histoire elle est assez incroyable, c'est cette espèce de climat d'orage en fait. Oui. Qui laisserait penser que d'un seul coup il y a eu une ouverture, un peu une porte dans le temps qui se soit ouverte et qui ait pu laisser ces deux personnes, ces deux femmes entrer dans une autre dimension qui est une dimension du passé en l'espèce. Ouais, je trouve ça poétique, tu vois. Ouais. En fait, c'est presque, et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que, et t'as raison de dire que c'est poétique voire romantique, c'est que cette histoire, presque on aurait envie de la vivre comme eux, quoi. C'est pas un truc qui est terrorisant, tu vois. Non. On se balade et puis on voit des gens, on sait pas qui ils sont accoutrés dans un style qui est plus le nôtre, mais en fait, et j'ai l'impression que ces deux dames, elles le vivent un peu comme ça. Alors elles sont pas bien, parce que tu l'as dit, à un moment donné, elles sont quand même pas bien. Oui. Mais il y a un peu cette idée qu'il n'y a pas un truc terrorisant, quoi. C'est pas ça le fondement du problème finalement pour elle. Exactement. Mais ouais, très intéressant, très. On a hâte d'entendre la suite, Florent. Alors justement, pour la suite, donc en fait, selon d'autres personnes, comme je t'ai dit, qui vont faire des recherches, en 1950, on a W.H. Salter qui reprend l'ensemble des écrits, parce qu'elles vont aussi rendre publiques leurs notes entre deux, et les recherches de la Society for Psychical Research. Et en fait, lui, ce qu'il va conclure, c'est que les deux femmes ont croisé des guides costumés, mais en fait, avec la chaleur, elles se sentaient pas bien, elles ont trop voulu croire à leurs histoires par la suite. Lui, il y croit absolument pas. D'autant qu'il remarque que dans l'édition de 1906 de leurs notes, il y a bien plus de détails que celles dans leur note originale en 1901. Donc, lui, il voit que, tiens, c'est marrant, l'histoire, elle évolue un petit peu, tu vois. Donc, elles se sont auto-convaincues, au final. Et elles sont d'ailleurs même restées convaincues, toute leur vie, de ça. D'accord. Du côté d'autres explications, on a Philippe Julien, qui va suggérer dans sa biographie de Robert de Montesquieu que les deux Anglaises auraient rencontré le groupe de relations que l'aristocrate avait l'habitude de mener dans les jardins de Versailles pour dévirer en costume d'époque au moment des faits. Donc en 1901, on avait des gens qui se baladaient dans le château de Versailles habillés en costume d'époque, et en gros les deux Anglaises, pareil, elles auraient rencontré ces personnes-là, et puis c'est avec la fatigue et compagnie, voilà. Ouais, si je résume, c'est un peu... toi, t'as fait un peu de reconstitution, je me souviens. Oui. De la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est un peu comme si t'avais deux clampins qui arrivaient un peu dans un rassemblement de reconstitution. C'est un très bon exemple. Ouais. De nouveau dans la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et qui écrivent un livre là-dessus. Effectivement. Voilà. Effectivement. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, on a plein de théories, mais en fait, je voulais te garder le punch pour la fin. Et donc là, on arrive au punch. Et moi, c'est un peu ce qui me fait... Ce que j'adore dans cette histoire, en fait. C'est que, pareil, 50 ans après cette histoire, donc on est fin années 50, on va retrouver, par hasard, dans la bibliothèque municipale de Versailles, un fonds d'archives oubliées. Incroyable. Alors, incroyable. Tu sais que j'adore les archives. J'adore aller à l'époque où j'habitais encore en France, j'adorais aller aux archives municipales, départementales du Nord, faire de la généalogie, même des sujets qui me touchent pas forcément, j'adore. Et donc j'imagine, tu sais, la personne qui trouve ça, qui ouvre ce fond, et il va y découvrir des plans de certaines parties du château de Versailles, dont des plans du pavillon chinois vers 1774. 1774, c'est la fin de règne de Louis XV. Et tiens-toi bien, ces plans, qui étaient inconnus jusqu'à l'époque, je le redis, je suis peut-être répétitif, mais ça correspond exactement à la description qu'elles avaient donnée en 1907. Incroyable. Ça correspond vraiment, et c'était inconnu de tout le monde. Guy Lambert, qui est spécialiste de l'histoire parisienne, lui va donc proposer le règne de Louis XV,
précisément l'année 1774 plutôt que la fin de Louis XVI comme étant l'époque du passé perçu. Donc en gros, elles se seraient un peu plantées d'époque quand elles ont essayé de décrire ce qu'elles ont pu voir. Un des historiens, Guy Lambert, va dire non, c'est plutôt le règne de Louis XV en 1774. D'une part, parce qu'il y a l'histoire des plans que je viens de te dire. D'autre part aussi, parce que ça s'arrête pas là, David, c'est que la maison dans laquelle les deux Anglaises ont vu l'enfant avec une autre dame, elle était également présente sur le plan avec exactement les mêmes barrières. Alors là, tu vas me dire, ok, il y avait des barrières devant, sauf qu'en fait, ces barrières, elles ont été démolies en 1776. Donc elles n'existaient plus à l'époque de la visite. Ah ouais. Et enfin, dernière chose, Guy Lambert nous dit aussi que les jardiniers du roi Louis XV portaient un long manteau vert et un chapeau en tricorne. Détail qui était vraiment pas connu à l'époque. Enfin, en gros, quelqu'un aurait pu le savoir, clairement. Enfin, tu sais, je veux dire. Mais c'était pas, c'était pas vraiment un détail que tout le monde savait. Donc en fait, les deux Anglaises auraient capté la trace de mémoire d'un des jardiniers de Versailles, soit Antoine Richard, soit Claude Richard, père et fils en gros. Et en gros, elles auraient voyagé par ce portail. Et d'accord. Moi, je trouve que tu vois, dans plein d'histoires, le diable se cache dans les détails, comme on dit. Et on peut dire qu'il y a quand même ici certains détails qui sont frappants. Et en gros, les femmes auraient, oui, voyagé dans le temps, mais elles se seraient plantées d'époque. Alors, David, qu'est-ce que t'en penses après ce petit punch? Ouais, là, c'est compliqué de. Alors, je me dis toujours, est-ce que finalement, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que la vérité, elle s'est pas imbriquée avec le temps et elle n'a pas été modifiée? Bon, après, si effectivement, on s'en tient à ton histoire de base, on se dit, ces personnes ont vu des choses et les choses sont inconnues de tous. Donc, il y a vraisemblablement des choses qui ont été vécues par ces dames. Alors, est-ce qu'elles les ont pas vécues un peu en médiumnité, hein? C'est pas, oui. c'est peut-être aussi une piste, parce que là, je pense, alors après ça n'est que mon avis, mais bon, le coup de on se balade et on voit des gens, je pense que la réalité, on la connaît tous. Mais effectivement, là, le fait qu'elles aient pu faire une séance de spiritisme et qu'elles aient vu des choses, qu'elles aient vu des gens avec un tricorne, tu vois, ça, on pourrait le croire quelque part. Oui, enfin, on pourrait le croire. On dirait. Non, mais bon, oui, qu'elles aient. C'est complètement fou, quoi. Comme c'est déjà fou à la base, mais on pourrait plus le croire que l'idée d'une balade dans le temps de 1774. Quoi. C'est ça qui est. C'est ça qui est un peu perturbant dans ce que tu nous racontes. Et donc alors, tu sais ce qu'elles en ont pensé de tout ça, alors, ces deux dames-là? Elles étaient encore en vie? Elles étaient décédées au moment où ces recherches ont été faites. D'accord. Du coup, non, effectivement, elles n'ont pas vraiment pu donner leur avis là-dessus. Mais moi, je te dirais que ce détail de la barrière et du pavillon chinois, je trouve ça incroyable. Moi, personnellement, alors, je sais pas si j'y crois. Je te dirais que je suis assez mixte, assez mitigé là-dessus, parce que mon côté très rationnel, très terre-à-terre, n'y croit absolument pas. Mon côté plus rêveur et compagnie, où j'aime bien ce genre d'histoire, me dit « Ah, c'est quand même incroyable, t'imagines si c'est vrai ?» C'est vraiment fou. Enfin, vraiment... Ah non, mais clairement. Et j'adore ce genre de détails. Et dis-moi, là, j'ai une petite question qui me brûle les lèvres aussi, là. Ouais. C'est pas une petite histoire Historia Magazine, ça? Ah, je sais pas. Alors, si c'est Historia, c'est Historia qui date de 1970, ça serait super intéressant. C'est marrant parce que je te jure, là, je suis pas en train de jouer le même truc que ces deux dames. Ouais. Mais je te jure que ce truc-là me dit un truc. Alors, je l'ai devant moi. Ouais. Mais c'est peut-être pas celui-là. Hein. C'est peut-être pas le. Parce que moi, j'en ai toute une série en fait. Si c'est page 51. T'en as un? Ah ouais, je l'ai devant moi et c'est page 51. Incroyable. Mais ça me disait quelque chose. Ah bah écoute, je vais le lire et puis je vais voir ce qu'il nous dit. On fera peut-être un petit update. Il me semblait l'avoir lu, ce truc-là.
Incroyable. Donc, Alors, moi, vas-y. juste avant qu'on termine cet épisode, il nous reste un peu de temps, j'ai un petit jeu à te proposer. C'est vas-y. que j'ai 4 images que je vais te pousser comme ça sur Facebook. Et bien sûr, on va le partager sur Discord et compagnie. Mais j'ai 4 images qui sont des preuves de voyage dans le temps. Et j'aimerais bien qu'on les décortique rapidement tous les deux. Donc, Allez, on y va. bien, je t'envoie une première image ici. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette image? Est-ce que tu peux nous la décrire, allez, en 2-3 mots, hein, et puis nous dire s'il y a quelque chose qui te dérange là-dedans? Alors, Très très connu. Hein. oui, mais je la connais. Je le connais, effectivement. C'est le gars avec sa lunette de soleil, c'est ça? Exactement. Donc, si vous voulez trouver vite fait cette image, hein, que vous êtes pas sur Discord et compagnie, vous tapez dans Google 1941 Gold Bridge voyage dans le temps et vous allez tomber dessus, hein, c'est sûr. Ouais, donc on voit une foule et effectivement on voit un monsieur qui a l'air d'être hors du temps parce que tout le monde a un chapeau melon, un costume, une cravate. Et puis lui, il est là un peu à la cool, quoi. Hein, on va dire. Il dénote complètement. Une Effectivement. coupe un peu fashion, des lunettes fashion, un chandail fashion, un t-shirt fashion, et puis un appareil photo, on dirait aussi, non? Oui, il a même le petit appareil photo qui paraît numérique, là, un tout petit truc, là, comparé à ce qu'à l'époque il se faisait. Alors, je trouve que c'est, tu vois, ça, je me dis, dans toutes les époques, il y a des gens un peu à côté de la, enfin, pas à côté de la plaque, mais peut-être en avance sur leur temps. Ouais, excentrique. Sans être dans l'excentricité extrême, encore, mais oui. Encore aujourd'hui, tu prendrais des photos, tu mettrais une foule, tu aurais forcément un gars que tu ciblerais, tu dirais non, mais lui, c'est pas possible. Enfin, nous, on se dirait ça. Lui, ouais. Tu vois, c'est. Après, je dirais que là, on est plus dans une question de style, tu vois. Ouais. De toute façon, c'est ça. Hein. Cette photo, elle va faire un buzz énorme sur les réseaux sociaux. Donc en fait, la photo, elle a été prise en 1941 lors de la réouverture du pont de South Fork dans la commune de Goldbridge en Colombie-Britannique, donc au Canada. J'avais envie de dire Cocorico, mais pas vraiment en fait. Je sais. Tiens, je vais demander à mes amis canadiens ce qu'on dit dans ce cas-là. En gros, on dirait donc effectivement, il a le t-shirt avec un imprimé dessus qui fait ultra moderne qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans les rues. Il a des lunettes au style quand même très particulier, on dirait limite des Ray-Ban ultra modernes et compagnie. C'est plus, en fait, je dirais que c'est plus de genre des années 70, quoi. Un peu le gars des années 70, finalement. Bah, moi, je te dirais que je pourrais croiser ce type de gars à Montréal, dans le Myland, le dimanche matin, qui fait la file pour commander son petit latte soya à emporter, tu vois. Un peu le côté un peu bourgeois bohème, quoi. Ouais, exactement. Bon, alors, est-ce que c'est une preuve dans le temps? Bon, pas vraiment, en fait. En vrai, comme tu dis, c'est le look qui est différent. Mais en fait, t'as des spécialistes quand même qui vont prendre le temps de regarder et puis de décrire un peu ce qu'ils voient. Et en fait, ces lunettes de soleil, elles étaient déjà dispo sur le marché depuis les années 20. Ce type de modèle de lunettes de soleil. Donc déjà, il avait déjà des lunettes qui étaient assez communes à l'époque. Datées, comme diraient les gens. Oui, oui, on peut même dire datées. Son t-shirt avec le M, en fait, il y a des gens qui ont réussi à retracer ce t-shirt. Et tiens-toi bien, ce t-shirt, il date d'entre 1924 et 1938. Et en fait, ça serait le t-shirt de l'équipe de hockey de Montréal, les Maroons. Donc, une équipe de hockey de Montréal qui était ultra connue à l'époque. Et donc, évidemment, ils se vendaient des t-shirts promotionnels de cette équipe. Donc, avec le gros M, comme tu peux le voir. Et son appareil photo, en fait, c'est ultra intéressant aussi. Donc il y a des spécialistes qui ont démontré que ça serait un exemplaire assez rare du Kodak 35 qui était disponible seulement entre 1938 et 1942, un petit compact. Donc voilà, est-ce que c'était juste un gars de Montréal qui s'est retrouvé sur place à cette époque-là en BC, donc complètement de l'autre côté du Canada, hein, pour ceux qui veulent situer. Montréal se trouve côte est, la British Columbia c'est complètement côte ouest. Ou est-ce que c'est un voyageur dans le temps? Bon, il semble que on ait quand même l'impression que ça soit un peu plus un touriste qui se balade tout simplement et qui est habillé différemment. Ça, c'est la première image. Je t'envoie la deuxième. Allez.
Envoie la deuxième. Allez, dis-moi ce que tu vois de particulier. Donc là, c'est pour ceux qui veulent trouver la photo, hein, vous tapez Mike Alors, Tyson, Mike 1995, Tyson, caméra. et on voit, semble-t-il, un gars avec un iPhone, quoi, ou un téléphone, un smartphone. Et oui, et là ce qui est déstabilisant, c'est que la photo elle a été prise bien avant que les iPhones existent. On a vraiment l'impression, même la façon de tenir, si tu regardes la photo, t'as vraiment l'impression d'être à un concert où quelqu'un est en train de filmer. Tu sais, maintenant tu vas à un concert, 80% de la salle est en train de filmer et s'occupe pas vraiment de ce qui se passe sur scène. Mais tu sais, t'as vraiment une façon de tenir qui Moi, est vraiment... je dis photomontage. Toi tu dis photomontage ? Ouais. Eh ben non. Ah non. C'est vrai, c'est vraiment... Ouais. Et il y a le film hein, de cet événement qui existe et on voit bien. D'ailleurs, cette photo, elle est tirée du film, hein, enfin, en tout cas de la vidéo. Et alors, donc toi, trop beau pour être vrai, bah effectivement, c'est trop beau pour être vrai. On a pas mal de personnes qui ont fait des recherches et en fait, ça serait encore une fois quelqu'un qui a un modèle rare de caméra. Tu sais, il y a toujours des gens qui aiment bien les trucs un peu différents, ultra modernes et compagnie. Et du coup, à cette époque-là, on avait quelqu'un dans le public qui tenait une caméra rare, donc soit un modèle de Casio QV10A ou un QV100 ou alors une caméra Logitech Photoman. Et quand tu regardes ce type de caméra, effectivement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ça. Hein. Je veux dire, je t'envoie un lien vers ce type de caméra. Quand tu auras le temps, tu cliqueras dessus et puis tu verras, ça ressemble vraiment et c'est ultra étonnant qu'en 1995, 10 ans avant l'invention du smartphone, et du coup, on va dire 15-20 ans avant l'utilisation massive et de faire des selfies ou alors de prendre des vidéos avec son smartphone, on avait du coup déjà du monde qui se baladait comme ça. Et des fois, on l'oublie qu'en fait, dans le passé, il y avait déjà des trucs méga cool comme ça. Donc ça, c'est l'exemple numéro 2. Allez, un petit troisième pour la route. Je t'envoie ça. Hop là, envoyé. Bam, c'est fait. Bon, celui-là, il est connu. Hein. Celui-là, il est connu. Donc... Oui. Bon, bah, écoute... Qu'est-ce que tu vois ? On a l'impression qu'il y a eu des astronautes dans l'Antiquité, quoi. C'est un peu ça, l'idée. Hein. Exactement. Alors là, ce qu'on voit, c'est dans une photo avec un détail qui est présent sur la cathédrale de Salamanque en Espagne, cathédrale David qui a été construite en 1513. Alors là, on a l'impression qu'il y a un astronaute, clairement, qui a été gravé dans la roche sur une cathédrale des années 1500. Bon, alors à ton avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer, David ? Alors moi, je pense que c'est plus un scaphandrier, non ? Pas du tout. Non. Bah écoute, ou alors, je sais pas dire là. Je sais pas dire. Alors, en fait, évidemment, beaucoup de gens sur Internet ont pris ça comme la preuve du voyage dans le temps et que dans le passé, on a été visité par des hommes qui sont arrivés sur Terre comme ça avec des scaphandres et puis habillés en astronautes et que du coup, c'était tellement incroyable qu'on a gravé ça dans la roche dans les années 1500. En fait, c'est tout autre. La vérité, c'est que l'astronaute est simplement une addition moderne, en fait, à l'œuvre réalisée par Jerónimo García de Quinones lors de la rénovation en 1992. Et moi, je sais pas ce que t'en penses, David. Moi, je trouve ça quand même méga cool d'ajouter des détails ultra modernes quand on vient rénover quelque chose comme ça. Parce qu'à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. C'est intéressant, effectivement. Et donc, c'est rigolo parce que sur Internet, tout de suite, tu trouves plein de... Faut faire attention sur les liens sur lesquels on clique parce que tu trouves plein de preuves à droite, à gauche. Regardez, ça c'est une preuve. Ouais, disons qu'il faut pas, quand tu fais ce genre de truc, ce genre de photos-là, on peut vite tomber dans la théorie du complot encore. Hein. Exactement. C'est toujours un peu l'idée. Dans le sensationnalisme. Exactement. Il y en a qui vont voir que c'est un peu comme si tu montrais. Il y en a d'autres, hein, des trucs comme ça, des anachronismes où tu vois. J'ai vu dernièrement des choses sur les pyramides ou dans des hiéroglyphes où tu vois des espèces d'extraterrestres et où les gens disent il y a des extraterrestres qui étaient là à l'Antiquité, etc. Bon, ou alors il y a aussi, tu sais, les fameuses sculptures où t'as en Amérique du Sud des faucons et en Égypte des faucons. Bon, voilà. Et alors, je dis pas que il doit y avoir sans doute une raison qu'on ne connaît pas, ça c'est clair, mais il faut pas toujours prendre le pli de se dire que c'est voilà, il
il y a eu les civilisations à l'époque. Est-ce qu'elles ont voyagé? On ne sait pas. Est-ce qu'elles ont... Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on peut pas entrer tout le temps dans la théorie du complot pour expliquer les choses, quoi. Ça complique sinon. Exactement. On peut pas toujours. Il faut faire très attention sur la source de l'information et puis même revérifier. Exactement. Allez, la petite dernière qui est super intéressante. Je t'envoie l'image tout de suite. Hop. Alors l'image que je t'envoie, c'est une image. C'est pas un montage. C'est une photographie qui montre 3 enfants utilisant un balancier dans une mine d'or à Dominion Creek. Donc, alors Dominion Creek, c'est dans le Yukon. Et la photo, elle a été prise en 1898. Alors, est-ce que tu reconnais quelqu'un sur cette photo? Oui, il y a Greta Thunberg. Effectivement, il y a Greta Thunberg. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment le sosie parfait. C'est incroyable, oui, mais non. Parce que, je dirais qu'on a tous dans notre entourage des gens qui ressemblent à d'autres personnes, tu vois. Donc là, effectivement, elle ressemble à Greta Thunberg. Alors, est-ce que Greta est un voyageur dans le temps? Qui sait? Qui sait, exactement. On peut pas dire. Alors moi, j'ai envie de faire une expérience, David. J'ai envie de te dire, si jamais, toi comme moi, on a réussi à voyager dans le temps, dans le futur, j'aimerais bien que à notre clap, on vienne sonner chez nous. Que moi je vienne sonner chez toi ou que toi tu viennes sonner chez moi. Donc attention, 3, 2, 1. Bon écoute, ça n'a pas fonctionné. J'ai l'impression qu'on n'a pas réussi, David. Attends, juste. Ça a sonné chez toi? Non, mais je suis sur une chaise dans un musée en Angleterre. Je suis sur la chaise de Busby. Aïe. Non, on n'a pas sonné. Écoute, c'est quelque part, on vit dans un monde quand même rationnel. C'est plutôt rassurant aussi. Alors, si le voisin, par contre, je pense que si le voisin était venu sonner à ce moment-là, je pense que j'aurais pas été bien. Il y aurait eu un petit frisson. Je pense que si j'avais entendu la sonnette, il y aurait eu un petit frisson complotiste aussi, j'aurais eu le sentiment, tu vois. Ouais, je pense que les gens il aurait tenté un truc comme ça, franchement, pour un épisode de Affaires obscures. Il est fort. Non, le pire aurait été que Stéphane Bern sonne chez toi ou chez moi. Ah, ça aurait été incroyable. Alors là, le hasard incroyable. Ça aurait été incroyable. Le touriste qui se retrouve à sonner chez toi après l'avoir évoqué dans ton épisode, ça aurait été fou. Après l'avoir imité. Exactement. Alors, donc, avant de conclure, j'aimerais bien savoir, David, en fait ça peut servir même de conclusion, hein, j'aimerais savoir, toi, si tu avais une machine à voyager le temps, où est-ce que tu aimerais aller? Allez, comme ça. Allez, de but en blanc. Alors je parle un petit peu de ce documentaire que je suis en train de regarder sur Netflix là sur l'histoire de la vie. Forcément, ça nous laisse un petit peu rêveur de pouvoir revenir sur Terre au temps des tyrannosaures, au temps des premières vies, etc. Autant de voir la Terre aussi dans son plus simple appareil, c'est-à-dire sans que l'humain ne l'ait touché. Mais non, sinon après il y aurait forcément le fantasme de revenir dans les gros moments de l'histoire de France. Je sais qu'il y a bientôt le film Napoléon qui va sortir. J'allais t'en parler, le sacre de Napoléon. Incroyable. Le sacre de Napoléon, ou alors une journée de Louis XIV, tu vois. Des trucs un peu comme ça, un peu dingues. Peut-être pourquoi pas aussi revenir en Antiquité, tu sais. Voir les Romains, voir Jules César. Jules César, une journée dans la Rome antique, ça pourrait être fun. Hein. Mais et toi alors du coup? En fait, tu l'as un peu dit, hein, je t'avoue que les dinosaures, ça m'était pas venu en tête, mais quand tu l'as dit, je me dis, ah purée, ça doit être incroyable. Pouvoir voir ça, ça doit être fou, ça doit être un peu dangereux aussi. Hein, mais c'est clair. Mais alors après, les sacres de Napoléon, Louis XIV, je te dirais même l'histoire récente, hein, l'atmosphère, tu sais, en France métropolitaine pendant la Première Guerre mondiale, ça devait être quelque chose d'incroyable. C'est la révolution industrielle. Incroyable aussi. En fait, c'est vrai qu'on peut distinguer deux choses. On peut distinguer les grands événements historiques et puis les événements de nos familles, de nos lieux, de notre ville, plein de choses comme ça qu'on aurait aimé revoir. Et puis le futur.
t'aimerais pas savoir à quoi ça va ressembler en l'an 3000? Je sais pas, parce que déjà là, j'ai regardé ce documentaire là, sur produit par Steven Spielberg, où il évoque des millions d'années, mais vraiment des millions d'années. Enfin, quand on se rend compte que les dinosaures, ils sont éteints il y a 66 millions d'années. Je sais pas si on se rend bien compte de ça. Quand des fois je me dis, putain, il y a un an qui est passé. Un an à l'échelle d'une vie, c'est on va dire sur 80 ans en moyenne. Enfin, c'est rien, quoi. 80 ans à l'échelle de 200 millions d'années de vie, où il y a eu. Et quand j'entendais dans ce documentaire dire les dinosaures ont régné pendant 150 millions d'années. T'imagines? Est-ce qu'un jour les hommes ils pourront dire on a réussi à vivre pendant 150 millions d'années? Non, c'est vrai. Je ne pense pas, malheureusement. Très bonne question. Ils pourront se dire, peut-être, déjà, nous, on a vécu quoi, peut-être 5000 ans, 6000 ans. Et, comme on est aujourd'hui, oui. Ouais, voilà. Nous, on est au début de l'espèce humaine, quoi. T'imagines un peu le paradoxe par rapport à tout ça. C'est vrai que là, je pense à l'an 3000, mais avec ce que tu viens de dire, je pense à l'an 100 millions d'années. T'imagines? Ouais, dans 100 millions d'années. Dans 100 millions d'années, t'imagines ce que serait la Terre? Je pense déjà qu'il n'y aura pas d'humains, à mon avis. Je pense qu'il y aura d'autres espèces incroyables. Peut-être d'autres espèces. Fallait le placer dans le podcast. Fallait le placer. On l'avait pas encore placé. Mais du coup, ça nous remet en question aussi l'histoire des extraterrestres, quand tu regardes un truc comme ça. Oui. Si tu te dis les extraterrestres, s'ils avaient voulu venir pendant 200 ou 300 millions d'années, tu crois pas qu'ils seraient venus, en fait? Alors, moi, ça me met toujours un truc en tête. Alors, je suis désolé. On dévie mais complètement de l'épisode, mais tu le dis et ça me fait penser à ça. J'ai toujours ce truc de me dire, et en fait, et si on n'était pas juste dans un aquarium, et que notre univers qui nous paraissait gigantesque, en fait, c'était un aquarium, et que nous on soit genre sur un des trucs de l'aquarium, et qu'en fait au-dessus de nous, il y ait une autre espèce gigantesque qui nous regarde et dont on n'a même pas conscience. Ce serait un peu le jouet d'une autre espèce, quoi. Ouais, tu sais, un peu comme, tu sais, t'as des phasmes, tu sais, il y a des gens qui ont des phasmes, il y a des gens qui ont des, tu sais, genre ces animaux, bien sûr, qui savent pas qu'on est là au-dessus en train de les regarder, tu vois. Peut-être qu'on est finalement qu'une bactérie dans le corps humain d'une plus grosse espèce. C'est ça. Moi, ça me, tu sais, des fois, tu penses à ça, tu dis, waouh. Une sombre affaire encore, Florent, une belle affaire obscure encore. Non, mais tout à fait, David, tout à fait. Écoute, en tout cas, débat intéressant qu'on pourra peut-être, qui sait, on pourrait peut-être à un moment donné se faire un épisode de Noël pour un peu un bonus, quoi, un peu sur les choses, un débat informel sur des théories sans travail forcément préalable. Mais ça peut être intéressant. Moi, ce débat-là, franchement, quand j'ai regardé ce documentaire, ça m'a mis une telle claque de voir les dinosaures, et qu'avant, parce que ça je savais pas, mais qu'avant les dinosaures, il y a eu d'autres espèces. Est-ce que tu t'en rends compte? Non, mais c'est fou. Mais vraiment des espèces qui avaient un nom, qui existaient, quoi, tu vois, des choses franchement, ça me met une claque dans la tronche quand je regarde ça. C'est terrible. Donc d'ailleurs, j'ai envie de dire à nos auditeurs, vous, quelle époque clé vous aimeriez bien revoir si vous aviez une machine à voyager dans le temps. Donc venez nous le dire sur le Discord, sur Facebook, ou mettez-nous un petit 5 étoiles comme ça sur Apple Podcast ou sur Spotify, et puis répondez-nous à cette question. À quelle époque vous auriez voulu vivre? Moi, ça m'intéresse vraiment de voir un peu la communauté et nos auditeurs, à quel moment. Voilà. Carrément. Il y a certainement des trucs que j'ai loupés, que je connais pas, alors moi ça m'intéresse vraiment. Eh ben, on fait comme ça. On attend vos réponses et vos désirs de voyage dans le temps. Et puis, en attendant, nous, on voyage dans le temps dans 15 jours. On se voit dans 15 jours, mais on se voit dans 15 jours pour parler de quoi, David? Allez, je vais pas m'étendre. Le monde veut savoir. Je vais pas m'étendre plus que ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire un petit peu. Alors là, on a parlé un petit peu de fantômes, mais c'était un peu. Mais on va revenir dans le surnaturel à l'état pur. Un peu dans l'idée de la Dame Blanche. On va revenir un peu sur ces contrées-là. Donc, c'est un épisode Historia ou pas? Non. C'est pas... à force, l'Historia, il va être... c'est bon, là. Toutes les histoires de l'Historia, elles seront faites. Mais j'en ai d'autres. J'ai de la ressource en termes d'Historia. Attention. Parfait. Attention. Bon, écoute. Écoute,
bonne semaine à toi, et puis, puis je bafouille beaucoup là. Mais on se dit à dans 15 jours. Hein, on se dit à dans 15 jours. Merci pour cet épisode. Et puis, écoutez-nous, commentaires, etc., réactions. On écoute tout. Donc, à très bientôt. À la semaine prochaine. Merci à tous. Allez, salut.